Bonjour. Attends, attends. Bonjour à tous et à toutes. Nous voici pour une nouvelle séance des 17e rencontres d'Espace Marx Aquitaine Bordeaux-Gironde dans le cadre de ses rencontres annuelles dont le thème cette année est Révolution, vous avez dit révolution. Dans ce cadre-là, notre ami Evelyne Brouzingue et notre ami Jean-Claude Masson vont nous parler de un travail de longue haleine, 8 ans, de polyphonie militante, des récits de vie d'hier et d'aujourd'hui. Donc, à toi la parole, Jean-Claude. Je te remercie de me la prêter, je te jure de te la rendre. D'ailleurs, je suis bien embêté si je ne te la rendais pas. Et toi aussi. Donc, bonjour à toutes celles et à tous ceux qui nous écoutent. Et tout d'abord, merci à Marie-Claude Barougnan pour avoir abordé la question à travers la praxis. Alors, nous, on n'est pas dans la théorie, hein, loin de là. Tout ce que nous essayons de faire, c'est de recueillir des paroles, des récits de vie de militants du mouvement social et d'en faire une émission. Donc, Polyphonie militante, Kesako, ben, c'est d'abord une émission radiophonique. Le projet, en quelques mots, c'est de transmettre des valeurs portées par des petites gens, entre guillemets, bien évidemment, ces petites gens dont on parle toujours, mais que l'on n'évoque jamais. Petites gens qui, toujours entre guillemets, ont mis en œuvre par leur lutte, leurs actions, leurs engagements militants, sociaux, mettez les mots que vous voudrez. Ils furent, ils sont et seront des acteurs du mouvement social. Sans eux, pas de pudding à manger. La première émission fut diffusée le 16 décembre 2016, cela fait donc en effet 8 années. Evelyne Brouzin interviewait alors Annie Tréby. Sa vie, c'est-à-dire ses parents, son enfance, sa jeunesse, sa vie professionnelle, ses engagements militants à l'Action catholique ouvrière, à la CGT, au PCF, et en particulier la lutte qu'elle conduisit contre la fermeture de l'usine textile Saint-Joseph. Eh bien, cet exemple, je vous ai décrit le cœur du projet de polyphonie militante. S'agissant d'une émission radiophonique, il n'est pas question d'écouter un dialogue d'une heure sans pause. Il y a donc 3 pauses musicales choisies par la personne qui expliquent les raisons de ses choix. Et ça, c'est extrêmement important de demander aux gens pourquoi ils ont choisi ces choix musicaux. Et vous verrez, c'est extrêmement intéressant si vous prenez la peine d'écouter ces émissions. De même, l'émission commence par un son d'intro, se termine par un son de fin. Ça a l'air bête ce que je dis là, mais entre ce son d'intro et ce son de fin, il y a déjà tout un tas d'indications. Ceci étant, les modalités de préparation de l'interview, j'aurai l'occasion d'en reparler. Ceci étant, les modalités de préparation de l'interview vous seront présentées dans quelques instants par Evelyne, située à ma droite. Il faudrait peut-être expliquer ce couple que nous formons depuis 8 ans. Quelles ont été les conditions? Oui, je l'ai prévu à la fin. Ah, d'accord. Donc, merci Evelyne de me rappeler à mes devoirs, non pas conjugaux. Qui sache Absolument, c'est prévu au moment où je vous passerai le relais. Alors, les modalités de préparation de l'interview vous seront présentées par Evelyne elle-même. Elle le fera beaucoup mieux que moi. Avant d'évoquer plus avant le projet de polyphonie militante, quelques mots sur l'élément technique que nous utilisons pour l'enregistrement du son. Et là, ça va apporter un peu de piment dans ce monde de littéraire. Ils vont être confrontés à la technologie. Cette histoire commença en 1857, quand un monsieur répondant au nom curieux de Edward Scott de Martinville obtint le graphe de sa voix sur un papier recouvert de noir de fumée. Il utilisa pour cela un appareil qu'il inventait, appelé le phonautographe. Graphe. Et ça, je crois que le mot est important, et on aura l'occasion d'en reparler. Mais un graphe ne permet pas la restitution du son. Cette histoire est racontée par l'écrivain Pierre Donnet dans un livre paru chez Grasset et qu'il a interviewé au clair de la lune, paru en 2018. Pourquoi au clair de la lune? Il faut attendre 2008 pour avoir la réponse. Donc 1857-2008, on sait que le graphe, ce monsieur Martinville, ce qu'il avait enregistré, c'était au clair de la lune. On ne le savait pas avant. Ils entendirent alors directement, ce sont des chercheurs américains qui parvinrent à obtenir des sons audibles à partir de la numérisation des tracés qu'avait obtenu Martinville en 1860.
ils entendirent une petite voix perdue dans un bruit de fond difficilement audible. C'était celle d'Edward Scott de Martinville, chantant au clair de la lune. Ça, c'est un truc qui m'a toujours extrêmement étonné. C'est qu'il a fallu attendre la fin du 19e siècle pour la restitution du son. Et c'était un vieux rêve. Ce vieux rêve, eh bien, les Grecs parlaient de paroles gelées et qui étaient dégelées à certains moments. Bon. Et donc, concernant Edward Léon Scott de Martinville, il me semble que sa formation à la sténographie ne l'avait pas poussé à la reproduction du son, mais à se limiter à l'écriture du son, comme le dit le titre du livre qu'il écrivait en 1878, le problème de la parole s'écrivant elle-même. Donc, l'objectif de Martinville, ce n'était pas de reproduire le son, sa voix, c'était tout de suite d'avoir un dictaphone et d'avoir un écrit à partir de sa voix. Avant encore, donc, il me semble qu'Homère, plus tard, alors ça, j'ai piqué ça dans Wikipédia, je ne vais pas faire semblant, évoquèrent des paroles gelées puis ranimées. Et il faudra attendre 1877 pour que le poète, artiste et inventeur Charles Cros dépose un mémoire décrivant le paléophone, et là on a le son qui arrive, le phone, phonétique. La même année, l'inventeur scientifique et industriel Edison proposa son phonographe, l'enregistrement audio était né. L'INA possède des trésors comme la voix d'Ernest Renan, enregistrée par Kurt Stavefel en 1890 sur un appareil qu'il lui avait offert Edison lui-même, à l'occasion d'un repas offert par ce dernier. Et c'est tout à fait étonnant de voir, parmi les premières utilisations des enregistrements audio, ils étaient utilisés lors de repas de famille, des choses comme ça, pour des enregistrements de terrain, si je puis m'exprimer. Comme les premiers films. Absolument. Il y avait une raison extrêmement simple, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas de radio. Ça a l'air tout bête, hein, mais il n'y avait pas de radio. La radio est arrivée beaucoup plus tard, au milieu du XXe siècle. Moi-même, j'ai enregistré 80 années plus tard la voix de mes parents à l'occasion d'un repas familial. J'avais alors 22 ans et j'utilisais un enregistreur à bande magnétique. Comme quoi, hein, il y a des choses qui durent comme ça. Aujourd'hui, j'utilise un petit enregistreur numérique qui coûte 120 €. Hein, autrement dit, pas grand-chose. Et un ordinateur équipé du logiciel libre et gratuit Audacity. Je ne fais pas de pub, hein, là c'est gratos, alors, pour faire des montages. La popularisation, je préfère ce mot, celui de démocratie qui est utilisé n'importe comment. Non, c'est populariser, là concrètement. Plutôt que vulgariser. Vulgariser, c'est très bien. Je vois que la prof de lettres se réveille. Bon. Merci. La popularisation des moyens d'enregistrement audio est donc réelle. Le rêve des anciens de geler les paroles et de les dégeler est désormais à la portée de tous. À part ça, le progrès technique ne sert à rien. Le vieux ingénieur que je fus, Présentez-vous. ça permet de dire des choses comme ça. Il m'a semblé pertinent de dire maintenant ce en quoi notre projet s'inscrit dans une tendance lourde, celle du recueil des biographies de militants ouvriers, et ce en quoi il me semble que ce projet Polyphonie militante en diffère. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on s'inscrit dans les trucs, on n'a pas innové, on n'est pas des génies, on n'est pas, je sais pas quoi, ouais, et on est encore moins révolutionnaire. De toute façon, j'estime personnellement que le mot révolution n'est pas le bon mot. Il faut faciliter les évolutions. Mais ça, c'est autre chose. Tout d'abord, la grande référence, c'est le métro. C'est la grande référence, c'est notre grande référence. Enfin, ne pas parler du métro quand on parle d'enregistrement, de recueil de biographies de militants du mouvement ouvrier, c'est pas possible de ne pas parler du métro. Eh bien, ce dictionnaire biographique du mouvement ouvrier commença en 1964. J'évoquerai aussi un article, parce qu'il m'a paru très intéressant, qui a été publié dans la Revue française de sciences politiques. C'est le numéro 1 de 1977 et le titre est clair, Autobiographie de militants ouvriers. Donc, on s'inscrit bien dans cette... voilà, bon... comment dois-je dire, Evelyne? Lignée. Merci. On pratique toujours comme cela. Le résumé de ce long et intéressant article commence ainsi. L'utilisation des autobiographies
qui tend à se répandre dans les sciences sociales, suppose que soient prises en compte les conditions de leur possibilité, capacité différentielle à verbaliser sur soi, à se prendre comme sujet d'histoire. Ça devrait vous poser ça. Merci. Donc, vous voyez, j'ai pensé à vous en allant piquer ça. 1964, le métro. 1979, l'article de Penef citant les autobiographies comme source et objet d'étude prouve, s'il était nécessaire, que nous n'innovons pas. Nous nous inscrivons dans une tendance lourde en recueillant l'avis de militants du mouvement social. Nous innovons probablement, et c'est à vérifier, par le choix du support médiatique, la radio, par la méthode de l'interview qui prend en compte la difficulté soulevée par Penef à l'instant, là, je viens de l'évoquer, et surtout peut-être par la notion d'acteur du mouvement social qui ne se limite pas aux militants du mouvement ouvrier. Je répète, qui ne se limite pas aux militants du mouvement ouvrier. Sur ce dernier point, il me semble utile de préciser que, comme le disait Penef à la fin de son article, de son résumé, pour dire l'article, parce que là, on n'est pas sorti de l'auberge, cette question méthodologique préalable étant posée, l'analyse des autobiographies d'une dizaine de militants ouvriers appartenant à un même courant syndical, la CGTU et la CGT, à un même groupe d'entreprises, la métallurgie de la région nantaise, permet de dégager une vision de classe caractérisant, ou plutôt caractéristique, d'un courant de pensée du monde ouvrier, particulièrement d'une de ses corporations les plus combatives et les plus organisées, les métallos, conception de l'histoire basée sur l'idée d'un affrontement constant, lutte de groupes anonymes et absence de personnalisation, optimisme final sur l'issue de ces lustres, malgré échecs et régression momentanée. Cela s'exprime à travers une perception singulière de l'histoire locale et nationale, ayant sa propre périodisation et ses références, son épopée. Je crois que là, il y a des choses extrêmement intéressantes et qui situent bien comment on se situe. Ou on ne se situe pas d'ailleurs. Depuis 1979, date de son article, les effectifs de la météorologie ont fondu comme neige au soleil, et si tant est qu'il y avait de la neige et si tant est qu'il y avait du soleil. Mais enfin, grosso modo, la métallurgie est disparue en France, du moins, elle n'est plus que l'ombre d'elle-même. Il n'y a plus de soleil, il n'y a plus que de l'ombre. Le salariat a évolué, les employés et les cadres y ont désormais, les employés, les cadres y ont désormais une place prépondérante. Enfin, et ce point est peut-être le plus important, en 1979, la proportion de bacheliers dans une génération, toute catégorie confondue, fut de 25%. Et en 2021, comme vous le savez, elle est aujourd'hui de 79%. Ne pas prendre ce détail en compte est une faute historique. Alors, qu'entendons-nous par acteurs du mouvement social? Parce que polyphonie militante, l'idée, c'est d'interviewer des acteurs du mouvement social. Peut-être curieusement pour certains et certaines, je fais faire appel à notre gloire nationale, Victor Hugo, en évoquant ceux qui luttent versus les autres. Alors, on est loin de Notre-Dame, parce que là, aujourd'hui, tout le monde parle de Notre-Dame, de Quasimodo. Non. On parle d'autre chose. Il a écrit ça en 1848. Ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent. Bon, c'est tout ça. Ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent. Ce sont ceux dont un dessein ferme emplit l'âme et le front, et un peu plus loin. Ceux dont le cœur est bon, ceux dont les jours sont pleins, ceux-là vivent, Seigneur, les autres, je les plains. Là, il y a beaucoup de choses, je trouve, extrêmement intéressantes. D'abord, ça date de 1848, mais on voit bien, moi je trouve que c'est extrêmement intéressant et situant bien ceux dont le cœur est bon, ceux qui luttent bon. Et qui sont les autres dont parle notre Victor? Oh non, dit-il, je ne suis point de ceux-là, grand, prospère, fier, puissant ou caché dans d'immondes repères, je les fuis et je crains leur sentier détesté. Pour la petite histoire, Scott de Martinville, dont je vous ai parlé, juste avant, fait partie du second groupe. Ainsi, il écrit dans Le problème de la parole s'écrivant elle-même, vous voyez, on retrouve ce que je vous disais, à savoir ce qu'il voulait inventer, c'était le dictaphone. Dans toute recherche, voilà ce qu'écrit ce brave homme, dans toute recherche d'une innovation très importante, il y a deux mobiles aussi respectables l'un que l'autre. L'espoir de s'enrichir soi ou sa famille et l'amour de la célébrité et de la gloire. Bon, je crois que le rapprochement de ces deux, comment dois-je dire, Evelyne,
Allez-y, continuez. je fais ce c'est que pas je grave. peux. De ces deux, ça suffit. C'est tout à fait intéressant. Ce n'est pas ces personnes portant ces valeurs, les dernières dont j'ai parlé, que nous avons voulu mettre en valeur. Cependant, le titre de son livre, de la parole s'exprimant elle-même ne peut laisser indifférent. Je vous reparlerai de ce titre à l'occasion de la transcription. Ah, Oui, c'est le donc, moment, c'est le moment. Allez-y. alors, tout d'abord, comme je vous l'ai dit, c'est une émission d'une heure, je vous ai parlé rapidement. Chaque émission va faire l'objet d'un fichier et nous voulons les déposer aux archives départementales de la Gironde, à Mémoire de Bordeaux et à l'Institut d'histoire sociale de la CGT. Que contient ce fichier? Diantre. Et à Espace Max, accessoirement. C'était pas prévu dans le projet. Allez, saute. Non, mais justement, j'en Non, mais parlerai. Espace Marx, tous les mois, Espace Marx offre Bien sûr. à ses adhérents l'intégralité de notre travail, puisqu'il y a une présentation de l'invité et il y a la possibilité d'écouter à l'heure dite sur la radio. Donc, Espace Marx était très impliqué dans le processus. Merci. Donc, le contenu des fichiers, parce que c'est quand même extrêmement important, qu'est-ce qui va être remis aux archives? Et là, il faut absolument qu'on le fasse. Je me bouge le derrière. Ça va. Oui, oui. Ah non, non, mais c'est un accord. Il faut le faire. Quoi. Oui. C'est très alors, chronophage. C'est un fichier. Alors, un fichier, ça tient sur une petite clé USB. Hein. L'ensemble tient sur une clé USB. C'est vraiment tout petit. Hein. Enfin, en numérisé. Oui, autrement, ce sont des classeurs. Donc, chez nous, oui. Chez nous, c'est ça. Bon. Chez les petits jeunes, d'autrefois. Donc, chaque émission est l'objet je dis bien EST, et c'est fait concrètement, est l'objet d'un fichier dans lequel il y a d'abord une présentation. Cette présentation, ben, c'est une feuille d'un format 21-24 en général ou peu importe, dans lequel il y a la photo de la personne, son nom, son prénom, sa date de naissance, le lieu de naissance, le texte de présentation et ses choix musicaux. Il y a aussi le courriel d'information qui reprend à peu près les mêmes informations. Et ce courriel est envoyé à peu près 3-4 jours avant l'émission. Et c'est pourquoi. Donc ce courriel, 3, le son de l'émission lui-même. Alors, si je vous dis que c'est un MP3, ça vous fait ni chaud ni froid, je présume, mais enfin, bon, voilà. C'est un standard, c'est tout à fait standard. Et une transcription, ça veut dire quoi? Ça veut dire concrètement que là, je prends le son de l'essai. Alors, c'est moi qui fais le boulot, concrètement. Je prends le son de l'émission, j'enlève l'intro, j'enlève les chansons, parce que, hein, il ne sert pas grand-chose dans les transcriptions. Et j'utilise un logiciel justement, ce fameux logiciel, un logiciel de transcription, français-français, bien sûr. En général, les gens parlent français, comme ça, c'est vite réglé. Donc, français-français, et là, il y a, donc, grosso modo, 3/4 d'heure d'émise de son qui est transcrit. Ça se fait, alors la transcription, c'est 2 minutes. En 2 minutes, la machine met 2 minutes pour transcrire. Et je mets 4 heures pour corriger. 4 heures. Je répète doucement, parce que d'abord, il y a 3/4 d'heure d'écoute. Il y a 3/4 d'heure d'écoute, et puis à chaque fois, il faut corriger. Voilà. Et on peut le dire, vous m'autorisez à dire que certains de nos invités, comme Jean-Pierre Mercam, qui faisait appel à de nombreuses personnes dans son environnement, milieu du théâtre, milieu de l'université, etc., la transcription ne passe pas. Donc, chaque fois, Jean-Claude me demandait, et j'avais des trous. Il a fallu revenir à Jean-Pierre Mercam en lui disant de qui tu parlais à tel endroit, etc. Oui, parce que les noms, les noms propres, mais si vous voulez, les noms propres, même l'IA va connaître les noms propres de gens connus. Mais dès que vous tombez. La Grave, par exemple. Je fais mourir avant sa mort. Mais bon, c'est pour l'anecdote. Donc, bon, voilà. Alors là, c'est un travail, mais je crois que ce travail est extrêmement important. Pourquoi? Parce qu'en effet,
je ne sais pas si je parlerai de l'utilisation. Nous souhaitons avec Evelyne, mais que ça puisse être utilisé, ces expressions, ultérieurement par des chercheurs dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, je ne sais pas. Mais là, ils auront besoin de la transcription, parce qu'on travaille sur la transcription. Travailler sur un son, c'est extrêmement compliqué. Ou 3/4 d'heure d'émission, franchement, faut se farcir, quoi. On travaille beaucoup plus facilement sur le texte. Et donc, dans ce fichier, il y aura un fichier le texte sera sous deux formes, une forme PDF parce qu'on ne peut pas la toucher, et une forme doc, un document sur lequel, s'il le souhaite, le chercheur pourra travailler, corriger, enfin, il fera ce qu'il voudra d'ailleurs. Voilà. Alors, il y a aussi les documents préparateurs d'Evelyne. Alors là, il faudra se farcir ces gris-gris parce que c'est le manuscrit d'Evelyne. Les archives départementales nous ont demandé le manuscrit d'Evelyne. Personnellement, je ne vois pas l'intérêt. Ah, mais c'est fini. Elle me dit ça chaque fois. Non, non, non. Bon, on nous les a demandés. Ce sont les données manuscrits d'Evelyne. La cession de droit. Alors, bon, est-ce qu'il faut une cession de droit? Pas, je ne sais pas. On en a fait signer quelques-unes. Vous vous souvenez tout à fait des. Bon, je ne sais pas s'il en faut ou pas. Ben oui, ça a l'air tout bête. Les droits. On nous a fait signer des choses à l'époque. Après, je n'ai pas continué. Et il semblerait qu'à partir du moment où Voilà. cette expression s'est faite sur une radio, voilà. elle est publique. Donc à ce moment-là. Bon. Je suis toujours très méfiant. Radio, c'est public. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose qu'une publication privée. C'est pas de. Voilà. Quelqu'un qui vous confierait. Et neuf, il y a un bonus parce que parfois, j'ai trouvé des informations qui éclairaient, si je puis m'exprimer ainsi, l'émission, enfin, ce que disait la personne, voilà, je sais pas, des articles de journaux. Par exemple, ça me traverse l'esprit, mais quand les frères Ravier, l'un des frères Ravier est décédé, j'ai trouvé l'article de Sud-Ouest qui commentait le décès de ce monsieur remarquable. Enfin, bon, bref. Et ce que dit Sud-Ouest et ce que nous en disons. Sud-Ouest, pour faire très court, on retient le sportif, et nous retenons la famille qui a mis la bannière, le truc anti-OAS entre les deux tours de la aide-moi, cathédrale Saint-André. Je vais en reparler. Donc, oui. Voilà, donc pour vous situer un petit peu l'idée, je dis bien de bonus, on met ce qu'on peut dedans, et pour éclairer. Ils sont bien. Voilà le contenu du fichier. Ensuite, qui sont nos partenaires? Tout d'abord, dans les partenaires, nous avons érigé 90.7, c'est-à-dire la radio qui est sur 90.7 MHz. C'est une radio qui date des radios libres, c'est-à-dire de 80, combien? 2, 3, 80, oui, voilà, enfin bon. Des éclaireurs. Des éclaireurs de France. Et c'est Geneviève Tessier, je tiens à la remercier parce que vraiment, elle nous soutient, comme elle a toujours accueilli, parce qu'avant, je faisais une émission pour Espace Max sur la radio, et après, j'ai continué. C'est le même format, la même idée, mais peu importe. Donc, Espace Max entretient une longue collaboration avec Érigé. Merci, Geneviève. Mais aussi à tous les techniciens qui nous ont accompagnés, comme Jérôme, Maxence, maintenant Hervé, et d'autres que j'oublie qui veulent bien m'excuser. Je présente toutes mes excuses. Il y a aussi, bien évidemment, nos amis de l'Institut d'histoire sociale CGT de la Gironde, son président, Jean Lavie, maintenant une présidence tournante, mais peu importe, enfin bon. Voilà. Et une pensée aussi pour Lucien Gué, quand je lui ai présenté le projet de polyphonie militante, c'est lui qui tout de suite a percuté et m'a proposé concrètement d'interviewer Annie Tréby. Donc merci Lucien, et peut-être à bientôt. La mémoire de Bordeaux, qui a un partenariat avec l'Institut d'histoire sociale et qui reçoit aussi, qui reçoit l'information de l'émission et qui la diffuse. Et enfin, les archives départementales de la Gironde, et en particulier sa directrice Agnès Vatican. Et puis, j'oublierai pas Dominique ici présent, et puis surtout le président Vincent Tréconnet. Il faut toujours remercier Vincent, qui a bien voulu nous héberger. Parce que quand même, voilà,
Merci. Alors, quelques chiffres arrêtés au 30 mai 2024, eh bien, ce sont 85 émissions. 85 émissions. Dans ces 85 émissions, il y a 12 rediffusions, juillet-août. Et là, nous en profitons pour, hélas, passer les décès. On repasse le décès. J'aurais juste un mot à dire là-dessus. C'est là que j'ai compris que cette émission, Oui, allez-y. Je voulais le dire, mais c'est pas grave. Je le dirai différemment. Allez-y. Oui, ça, je ne m'inquiète pas. Devoir de mémoire. Ah oui, vous, c'est devoir de mémoire. Moi, c'est autre chose. Bon, d'accord. Voilà. Ah, moi, je n'ai pas de devoir de mémoire. Non, mais ce qui s'est passé, c'est que j'ai compris, mais je m'en doutais un peu, mais ça s'inscrivait un petit peu dans un rapport à la mort. Alors, c'est très étonnant parce que dans le son d'intro, voyons, comment il dit dans l'intro? C'est Jérôme qui avait fait l'intro. Il dit, ce sont des histoires de désir, des histoires de vie, des histoires de mort. Je ne sais pas où il a dépiqué ça. Et comme vous le savez, voilà, c'est le son de l'intro, hein. Texto. C'est comme vous le savez, une histoire de vie, une histoire de mort. Polyphonie militante. Ah non, oui, c'est le son d'intro. C'est ça. Oui, c'est ça, oui. Une histoire de vie, une histoire de mort. Les péchés, ce truc-là est important aussi. Parce que, mine de rien, quand les gens décèdent, ils savent que la personne a été interviewée. Il y a une appel pour récupérer le son d'émission. Ah oui, à peu près systématique. Gilbert Rana. Madame Plédran, Ah. elle est sur le site Le Cri, elle a fondé Le Cri. Oui. Elle est morte, elle a plus de 100 ans. Nous avons eu la chance de la pouvoir recevoir. Tout à fait. Et bien, dans la première page, il y a l'émission de Polyphonie militante in extenso, puisque la fondatrice du CRI et son enregistrement. Oui, oui, ça vraiment, j'ai été extrêmement ému. Parfois, les gens me demandent, Bosco Sabato, là, qui est décédé, rebelote. Nous sommes sollicités pour donner l'émission aux familles. Je serai Google, là, il y aura un business à faire. Alors, mais du coup, ça, c'est réduction. Non, je ne sais pas si c'est Ah, si, Bon, 12 rediffusions, 2 colloques, 3 divers. Alors, quand même, les 3 divers. Une famille de migrants originaires de Mongolie. Oui. C'est pour ça que je dis divers, parce que ce ne sont pas des personnes. Oui, mais ce que je voulais dire à ce sujet, c'est que nous avons été amenés, pressés par l'actualité, pressés par ce que j'appelle les questions vives aujourd'hui. Nous avons été amenés à... nous sommes très souples. Donc, Oui. on a pu recevoir cette famille et jusqu'au passage au tribunal administratif pour obtenir les papiers. Nous les avons accompagnés. L'avocate de la CIMAD avec cet enregistrement, ils ont l'OQTF dans le dos. Hein. Mais enfin, les migrants sont devenus une préoccupation. Ah oui. On a aussi Là, on en a plein. On a une belle expérience d'intégration avec plusieurs générations. La dame du Secours populaire reçoit chez elle et vit avec. Et alors ça, c'est un accompagnement, évidemment, au quotidien qui facilite l'intégration, mais c'est inimaginable. Alors, on a eu comme ça plusieurs... on a eu une jeune femme... Et vous allez en parler juste après. D'accord, mais j'aurais plus le temps parce que je veux que nos amis posent des questions, finalement. Je vais m'arrêter là. Oui. Donc, une famille de migrants originaires de Mongolie, un Tchadien, 2 placardisés et 68 parcours de vie. Voilà, 68 parcours de vie, et ça à fin juin. Bon, ça continue. Âge moyen des personnes interviewées, 72 ans, ça vous situe. Ça fait étonnant un peu. Voilà. Alors, conclusion rapidement. Ah si, il y a autant d'hommes que de femmes. 68 parcours de vie, 34 hommes, 34 femmes. Oui, très difficile à trouver. Très difficile. Et ce n'est pas de la faute des blés. Ça, c'est un respect, le respect des règles de départ. C'est très difficile à trouver. Nous avons beaucoup de refus, peu de refus de messieurs, mais les refus que nous avons, ce sont des dames, et pour des raisons très diverses. Je ne veux pas m'exposer comme ça.
une personne très âgée de la résistance, qui aurait été, c'était été très intéressant. Ses enfants m'ont téléphoné en me disant, mais tu remues des choses, elle est complètement, alors qu'elle a toute sa tête, hein. Non, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est trop difficile. Donc, nous avons des raisons diverses, mais nous avons des refus de femmes. Oui, absolument. Donc voilà l'essentiel. Alors, conclusion, rapidement. Ce que l'on peut dire, c'est quelques points essentiels à mon avis. Tout d'abord, toutes ces personnes donnent de l'espoir. Tu continues à parler, Oui, oui, mais je m'arrête. Non, mais... Oui, je voudrais simplement terminer par cette parole d'Aragon. Voilà. Malgré tout, je vous dis que leur vie fut belle. Qu'à qui voudra l'entendre, à qui il parle ici, n'ayez plus sur la lèvre un seul mot que merci. Je dirais malgré tout que leur vie fut belle. Et nous sortons, après l'émission, tous les deux, nous sommes très bouleversés par ce que nous avons entendu. Et nous repartons différents. Alors, ces messieurs dames ne savent toujours pas qui nous sommes. Alors, qui êtes-vous? Oui, oui. Quelle est votre légitimité en politique? Vous êtes l'ingénieur. Oh ben ça, c'est accessoire. Non, c'est pas accessoire, c'est pas parce que je suis ingénieur. Non. Ingénieur du son? Ingénieur de tout. Ingénieur de tout, c'est-à-dire que c'est lui qui gère tout ce travail, le rapport avec l'informatique. Donc, c'est la colonne vertébrale. Sans Jean-Claude, rien ne se passe. Et il s'est tourné vers moi et il s'est trouvé que, alors moi j'ai une personnalité complètement différente. J'étais une collègue de l'université, maître de conférence pendant très longtemps. Et j'avais une formation traductrice de Bordeaux 1 et de l'ADERA. Les jeunes me disent, oh, ça date, ça. Et on dit, d'accord. Mais ça date, hein. Et j'ai été une élève des premières formations de journalisme à l'intérieur de l'université. C'était avant, ils voulaient créer l'IUT, mais les IUT n'existaient pas. Donc, j'ai eu comme maître Escarpite, voilà, Robert Escarpite et Ellul. Vous voyez la paire, et ils m'ont envoyé stagiaire à Sud-Ouest Dimanche, un lieu patriarcal tel que j'ai dit, quand j'ai eu mon diplôme en poche, j'ai dit vite, vite, faisons autre chose pour pouvoir garder notre liberté et pour avoir la vie que je souhaitais avoir. Donc, lorsque le temps est venu d'avoir du temps libre, quand Jean-Claude m'a proposé, j'ai dit, mais oui, parce que, alors, bien sûr que ce n'est pas révolutionnaire ce que nous faisons, mais quand même, il faut savoir que lorsqu'on regarde ce qui passait sur les ondes, et c'était à la télévision, ce qui est passé sur les ondes des morceaux de vie de petites gens, c'était avec des visées compassionnelles et c'était pour amuser. Le champion, c'était Pierre Bond. Voilà. Alors, et c'était très bref. Et il allait. Et nous avons nous avons des émissions de 1 heure où, dans la ruralité, mais nous ne l'avons pas fait avec les mêmes objectifs. Nous, ce que l'on a voulu faire, c'est recueillir des témoignages et nous nous sommes donné le temps, puisque ces témoignages, c'est 1 heure de radio. Alors, donc, les expériences de Bond, mais moi j'avais en tête, parce que j'avais suivi ses travaux et j'avais contribué d'une certaine façon à ce type de réflexion, les travaux de Michel Perrault. Et Michel Perrault, oui, l'historienne, qui s'est intéressée très tôt aux vies ouvrières. Et quand elle s'est intéressée à ça dans l'université, on lui a dit, oh là là, ne fais pas ça parce que c'est un cul-de-sac, tu as ta carrière. Et bon, mais son travail, elle a continué, elle a persévéré et elle nous a mis quelquefois devant des situations absolument extraordinaires, comme celle de sa rencontre avec une fille qui s'appelle Lucie Beau, dont elle dit que c'était une ouvrière à temps complet
qui était une révoltée, une femme révoltée de la soie, et qui, autour de Lyon, qui a été syndicaliste à Vizille, puis à Voiron, et elle a mené pendant 6 ans des combats acharnés. Eh bien, quand elle a disparu des radars en 1906, parce qu'elle a été évidemment licenciée avec 130 autres femmes, et quand les chercheurs de l'université ont voulu s'intéresser à cette femme, à cette époque-là, Michel Perrault s'est heurté, il ne savait même pas sa date de naissance. Sa date de mort était approximative parce que dans un article, on avait dit qu'elle avait 35 ans à telle époque. Donc, elle a mis des collaborateurs, des gens qui font de l'histoire locale, et elle a pu reconstituer la vie de cette femme. Mais vraiment, pour moi, je me suis dit, mais c'est pas possible. Et j'ai été confrontée avec un cas que vous pouvez vérifier. Vous allez regarder comment la ville de Gradignan se présente et vous allez voir qu'il y a des églises, il y a des maisons qui ont été construites en 1800 nanana, en 1900 là, par un tel, un tel. On évoque, il n'y a pas le mot de cette immense usine où était Annie Trelli, qui était Saint-Joseph. Des centaines d'ouvrières, 1200 à un certain moment, parce qu'ils avaient des... Et cette Annie Trelli, pendant 10 ans, a occupé l'usine. 10 ans. Alors, je me suis dit, mais c'est pas possible de laisser des trous dans la raquette de la vie comme ça. Les gens qui maintenant arrivent à Gradignan, donc nous avons commencé par Annie Trelli. Et puis, dans le même temps, est sorti un livre qui parlait des dames d'Aquitaine et 10 portraits. Et dans ces 10 portraits, l'auteur, Dussault, avait sorti de l'ombre une dame, Suzanne Lacor, qui était en Dordogne, qui n'était pas une ouvrière, mais qui était institutrice, qui vivait seule, qui était une militante, qui a été syndiquée, qui a créé la SFIO. Elle était toute seule dans la fédération de Dordogne. Hein. Bon, mais d'elle, on peut dire beaucoup de choses, parce que les sources sont diverses. Cette femme, elle a vécu jusqu'à 100 ans. Lucie Maud, elle a vécu jusqu'à 35 ou 38 ans. Suzanne Lacor a laissé beaucoup d'écrits. Donc, les chercheurs, aujourd'hui, ils peuvent travailler sur elle parce qu'il y a du matériau. Eh bien, quand on compare ces deux cas de figure, tout de suite, la structuration du projet eh bien, se dessine. C'est recueillir des voix et c'est autour de l'engagement, autour du militantisme, engagement. Et Jean-Claude a une expression que j'aime beaucoup. Il dit, on donne de la chair. On a la structure et on construit avec de l'humain parce que chaque témoignage est absolument unique et chaque voix, la voix, ça permet on sent l'émotion, l'hésitation. La voix est quelque chose qui en dit beaucoup. C'est comme un deuxième visage. Nous, à la radio, nous ne présentons pas les visages. Il n'y a que les photos faites par Jean-Claude, qui sont généralement d'ailleurs très bien. Ils s'appliquent beaucoup. Alors, vous l'avez dit, il fallait que on se dépêche parce que les gens à qui nous nous adressons sont assez âgés, oui. Et vous avez donné le cas des Raviers. C'est vrai que les Raviers, si vous connaissez les Pyrénées, vous êtes des pyrénéistes, ils ont quand même ouvert dans les Pyrénées, les petites montagnes, ils ont ouvert plus de 200 voies qui portent encore leur nom. Et puis, ils ont été dans des grandes. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils ont fait de l'alpinisme dans le désintéressement total.
ils sont partis en sortant la corde à linge et en se mettant la corde à linge autour ils n'avaient aucun équipement, ils n'ont eu aucun. Ils ont travaillé toute leur vie dans un magasin de pièces détachées pour voitures qui était sur le cours de la Somme. Et c'était là, ils ne pratiquaient aucun entraînement. Ils partaient avec leur petite voiture et ils allaient, hop, sur le lit. Donc, bien, ces gens-là, je vais quand même vous dire ce qu'il y avait sur la banderole. Il y avait assez de haine, de sang et d'égoïsme aveugle. La violence appelle la violence. Nous sommes tous responsables. Arrêtons la guerre d'Algérie. Quand cette énorme bande. Alors, ils avaient prévu de la mettre la veille de l'arrivée de Gaulle à Bordeaux, mais c'était tellement fliqué que quand ils sont arrivés avec leur banderole faite dans les draps de la maman, quand ils sont arrivés, il y avait trop de flics. Donc, ils ont attendu un moment, plusieurs mois plus tard, et ils ont. Quand on a vu cette banderole, qui a mis cette banderole et tout ça, ils l'ont laissé, tout le monde disait qui et qui, bon, personne au club alpin. Hein, y a des noms qui ont circulé. Et finalement, au bout de je ne sais pas combien, on a demandé aux frères Ravier d'aller la sortir parce qu'elle pendouillait. Bon. Et là, ils sont repartis. Eh bien, ce qu'ils ont fait aussi, c'est qu'ils recevaient des SDF dans leur magasin. Ils les faisaient dormir. Et que quand les garagistes du coin arrivaient, ils disaient « Oh, dis donc, ouvre les portes, hein, ça sent mauvais chez toi, qu'est-ce qui se passe ?» Eux, ils disaient rien, ils ouvraient un peu. Et ils ont adopté, à côté de leurs enfants, ils ont adopté un des enfants de ces gens qui avaient des vies très difficiles. Donc, c'était des humanistes. La façon dont ils ont vécu le service militaire, vous le retrouverez aussi dans notre entretien, c'est absolument extraordinaire. Donc, on permet d'avoir des facettes de la vie des gens qui n'apparaissent pas, même des gens que l'on pense connaître, parce qu'il y a eu des livres sur les Raviers. Il n'y a pas eu de livre sur comment les Raviers étaient des pyrénéistes qui étaient ouverts sur les autres et qui étaient des pacifistes humanistes. Je voulais donner cet exemple de les facettes des gens. C'est vrai que quand vous connaissez quelqu'un et que vous entendez nos entretiens, eh bien, vous allez à chaque fois découvrir quelque chose de nouveau sur cette personne. Si je dis que nous faisons des espèces d'instantanés, je crois que ces instantanés, eh bien, nous nous efforçons d'ouvrir très, très largement le spectre des activités de notre société. Nous avons reçu des gens engagés dans des activités d'associations sportives, par exemple le Bordeaux Étudiant Club, qui est un club qui n'a jamais connu le professionnalisme. Et au hasard de la présentation, on retrouve telle ou telle personne qui traverse comme ça dans l'entretien. Nous avons reçu aussi le prof de gym qui a créé Drop de béton. Drop de béton, c'est aller au pied des tours en demandant à l'EDF de prêter un camion et de partir pour faire du foot au pied des tours. Et surprise, qui c'est qui descend? Les filles aussi. Ah bon? Alors ils n'avaient pas prévu ça. Donc, Drop de béton, non seulement fait jouer les garçons, mais fait jouer les filles. Et Drop de béton, c'est devenu maintenant quelque chose de très important, puisqu'il y a 12 salles. Drop de béton? Drop de béton, c'est du foot. Non, c'est du rugby. Attends. Oui, oui, mais c'est du rugby. D'accord. Bah, c'est pareil. Il n'y a que la forme du ballon qui diffère. Ah, c'est pas Non, possible. mais au niveau de mon histoire, Non, mais Tout à fait. je vais redescendre. Hein. C'est juste parce que j'ai rencontré que j'ai. Ouais, après you, c'est après you. Voilà. Bon. Personne, vous ne le direz à personne. Bon. Donc, oh, il me le pardonnerait. Oui, je pense. Des associations culturelles, par exemple, les Amis du Grand Théâtre. Quelqu'un qui milite
qui milite dans les Amis du Grand Théâtre, qui a toujours aimé le chant, etc. Les militants du Secours populaire, nous avons eu plusieurs émissions où nous avons reçu les militants du Secours populaire, comment ils sont arrivés au Secours populaire, quels ont été leur parcours. Et puis, eh bien, l'objectif de notre, ou le micro plutôt, se déplace parce que nous avons cherché à retrouver des gens dans des entreprises qui ont complètement disparu ou dont la vocation première a été modifiée. Et je citerai simplement la SAFT qui, au moment où nous avons rencontré la militante syndicale cégétiste qui était sur place, eh bien, elle faisait venir une fois par semaine le planning familial. Il y avait une vie autour du syndicat qui dépassait largement. On prenait la salariée dans toute sa globalité. C'est-à-dire que les syndicats étant très forts, eh bien, ces rencontres se faisaient sur le lieu de travail. Je mentionnerai aussi la volonté de rencontrer des gens dans les services publics qui ont été privatisés, dont les missions ont été modifiées et qui ont vécu d'une façon très douloureuse. On parlait de violence. La violence qui s'exerce sur les gens dont le travail perd du sens, il est déshumanisé, acédique, ANPE, et parfois même, ça va beaucoup plus loin, puisque Jean-Claude l'a mentionné, mais nous avons eu des gens qui ont été placardisés, mais d'une façon, des cadres placardisés d'une façon tellement forte et violente que ça les a marqués à vie, quoi. Ils portent ça comme une grande douleur et un poids. La retraite n'a pas fait disparaître. Dans le service public, nous avons reçu une jeune femme qui, elle aussi, est partie de Bordeaux dans la banlieue parisienne, pensant revenir assez rapidement. Elle y est toujours depuis 30 ans et elle nous a parlé de la dégradation de son travail qui a abouti à un burn-out qui a été très, très difficile et qu'elle a compensé en disant, mais bon, et alors aujourd'hui, qu'est-ce que je veux faire? Eh bien, elle s'est tournée vers l'artisanat de qualité. Elle est rentrée à l'école Boulle, conjointement avec la reprise de son activité d'enseignante. Elle a obtenu un CAP d'ébéniste et elle nous a parlé du public qui se retrouve à l'école Boulle pour avoir un CAP d'ébéniste. Vous avez des architectes, des ingénieurs qui n'en peuvent plus, qui ne sont plus satisfaits sur le lieu de travail et qui cherchent une compensation et une expression totale de leur intelligence ailleurs. Je ne vais pas citer tout ce que nous a tout ce que nous a apporté nos entretiens, mais je voudrais parler de j'en parle parce que j'ai entendu Madame Bergougnou et je voudrais lui dire que certes, nos entretiens visent à aller au-delà de la vie militante et de donner du temps pour que les gens nous décrivent ce qu'ils sont et ce qu'ils ont fait. Eh bien, il y a un domaine qui reste dans l'ombre, c'est les violences intraconjugales. Nous avons fait une émission absolument très, très intéressante avec une réfugiée chilienne dont le mari avait été obligé de fuir. Il est d'abord venu, elle est arrivée avec sa famille et elle a travaillé au Crous, etc., etc. Et puis, c'est tout à fait à la fin, un voile s'est déchiré et
quand elle nous a parlé de la séparation avec son mari, eh bien, la séparation, c'était parce que des violences euh, euh, au sein du couple s'exerçaient, mais depuis très longtemps. Et elle nous l'avait caché. Et en dépit de ces violences, elle était venue du Chili en France. Donc, là, il faut que nous soyons modestes et que nous pensions que les vies que l'on nous présente, ce sont des récits de vie. Voilà. Ce sont des récits de vie et chacun, je voudrais quand même laisser un peu de temps. J'aurais beaucoup de choses à vous dire. Non, mais continue. Je suis en train de négocier là quelques minutes. Oui, mais nos amis, ils ont peut-être autre chose à faire que de m'écouter. Bon. Je préfère qu'ils me posent des questions, qu'ils nous posent des questions hein, sur sur les profils, sur comment trouver. La grande question que l'on nous pose, c'est mais vous les trouvez comment? Vous les trouvez comment, ces gens? C'est vrai. Alors, bon, Jean-Claude aurait souhaité que nous ayons un comité de pilotage qui fonctionne et qui nous ouvre des portes. Mais finalement, il s'avère que chacun est très pris. Bon, ça n'a pas pu fonctionner comme nous le souhaitions. Donc, il arrive que nous cherchions des sujets et qu'après, nous trouvions la personne. C'est plus difficile, mais Jean-Claude est d'accord sur certains thèmes. Par exemple, je voulais faire quelque chose sur l'excision et les mariages forcés à Bordeaux. Ben, il y a une association qui s'appelle l'Orchidée Rouge. Jean-Claude m'a dit adressez-vous à l'Orchidée Rouge. C'est ce que j'ai fait et j'ai eu un refus. Bon, donc, alors pourquoi? Ne me demandez pas les raisons des refus, j'en sais rien. Mais on a trouvé par quelqu'un d'autre. On a trouvé une femme de Guinée-Conakry qui nous a parlé de l'excision et qui est sur Bordeaux maintenant, qui est arrivée à Bordeaux par l'intermédiaire du foot, parce que cette fille était la première arbitre de foot, une des premières d'Afrique. Depuis enfant, elle jouait au foot, ça c'était bien au foot, et chaque fois qu'elle revenait, elle prenait une raclée parce qu'elle avait été en short et elle avait joué avec des garçons. Comme ils étaient musulmans, elle prenait une raclée. Elle a continué, elle est devenue arbitre de foot, ça lui a permis de venir en France. Et elle avait déjà fait une pièce contre l'excision, parce elle était éduquée celle-là. Elle avait fait une pièce contre l'excision en Peul, et son directeur de CES a dit il n'est pas question qu'on passe cette pièce-là avec les copains. Non, non, oubliez. Elle est revenue en France, elle a eu des enfants, elle a oublié ce problème-là jusqu'au jour où elle a téléphoné à sa sœur qui avait vécu l'excision en même temps qu'elle et qui avait hurlé à tel point qu'elle elle était partie, elle a été rattrapée, elle a été excisée et elle a téléphoné à sa sœur qui lui dit ah non, je ne peux pas te passer les petites, elles ne sont pas bien. Bon, elles ne sont pas bien. Pourquoi elles ont été excisées? Alors là, elle est rentrée dans une colère folle parce que cette dame a un poste important au gouvernement et elle a fait une pièce contre l'excision en français qu'elle joue partout dans les centres sociaux. Et dans les centres sociaux où beaucoup de femmes africaines reçoivent bien ce message. Donc, on pourrait continuer, mais je préfère que vous nous posiez des questions parce que, vous savez, on peut vous répondre, on sera très heureux de vous répondre. Hein. Ce monsieur, elle arrive un peu tard. Vous pouvez Non, quand même t'inquiète pas. poser des questions, c'est pas grave. Ah bon, d'accord. Mais alors, il faut pas qu'on. J'ai Ah bon. demandé à Stéphane de déplacer son deux Stéphane. Alors, polyphonie militante, vous voyez, maintenant, je pense que vous avez une idée de ce qu'est polyphonie militante, de pourquoi nous nous sommes engagés. Vous voyez aussi le volume, parce que le temps va venir, Jean-Claude me le dit toujours, il me dit, il faut que nous trouvions la relève. Mais moi, je lui dis, ça repartira sous une autre forme, mais la relève, il ne faut pas s'inscrire dans un projet que l'on n'a pas mené, c'est bon. On a plein de trucs à dire. Oh, ben allez-y, avec plaisir. Alors,
D'abord, merci, parce que je trouve que ce travail est important. Alors, j'en profite pour dire que la CGT m'avait commandé il y a quelques années ce genre de travail, mais ce n'était pas du tout à la radio. Le livre que j'ai fait sur les ateliers là, de Saint-Jean s'appelle Mémoire entre les voix. Et donc, on a recueilli, c'était une grosse histoire, les ateliers directeurs là, à côté. Il n'y avait rien, j'ai trouvé les archives en haut, là, ça allait pourrir. C'était en train de. Enfin, il a fallu récupérer des tracts, des rapports, etc. Donc, c'était des délégués CGT qui étaient dans les combles là-haut de la direction régionale de la SNCF. Donc, c'était considéré comme pas grand-chose. Et bien sûr, j'ai travaillé avec mon ami Eric Bonneau, et on a interviewé plein de gens. Et notamment, il y avait l'ingénieur directeur comment ça s'appelle, les districts, je ne sais pas comment ça s'appelle, de la SNCF. Et puis, ils étaient, se rappelaient les luttes. Il y avait un respect entre eux que j'ai trouvé incroyable. Et un rapport, ça a permis, en fait, ça, c'est-à-dire le fait qu'ils parlaient de leur vie militante d'un côté et eux de leur vie de patron, mais en tant que personne, enfin, en tant qu'itinéraire, eh bien, de nouer un dialogue. Et donc, j'en me suis récupéré en même temps qu'une équipe quand même socio-historique, parce qu'il fallait rappeler toutes les luttes qu'il y avait, parce qu'il y a eu jusqu'à 1800, 1500, 1600 personnes qui étaient aux ateliers de SNCF. Oui, bien sûr. Fini dans les années 70 à 300 personnes qu'il y avait. Donc, et donc, si on n'avait pas fait ce travail, il n'y avait rien. Bien sûr. Il y aurait eu zéro archive. Bien Donc, sûr. je dis, c'est important. Pourquoi? Parce que, tu en as parlé, c'est l'invisibilisation des luttes. Bien Il y a sûr. le gros problème des médias. C'est pour ça que, faisons attention, enfin, moi, je suis un peu spécialiste de cette observation-là des médias. Alors, d'un point de vue esthétique, parce que je travaille sur art et médias, hein, c'est-à-dire que cette esthétique des médias a tendance à, donc, en fait, ce sont des nouvelles scènes. Donc, il faut, c'est peut-être là où, soit c'est des médias militants ou des médias mainstream, on va dire, qui vont, eux, chercher à invisibiliser, parce que là, on peut mettre en visibilité, hein, j'appelle un support espace d'énonciation et de mise en visibilité, ou de mise en invisibilité, un support, donc un support technique, hein, mais c'est aussi un espace, parce que c'est un espace qui accueille des discours, alors là, de la mémoire, etc. Et donc, cette mémoire-là, en fait, c'est de la vie. C'est pour ça que c'est absolument, c'est la chair. C'est ça. Et je trouve, d'ailleurs, l'ingénieur se fait philosophe, parce que, évidemment, c'est ça la parole. Je suis très foucaldien, enfin, critique, mais intéressant sur ça. La discursivité, donc la mise en discours, la mise en parole d'une expérience, c'est au-delà d'une représentation. Ce n'est pas une présentation à nouveau de l'expérience. C'est quelque chose qui reconfigure l'expérience et qui fait que ça lui donne sens. Et c'est ça. C'est aussi pour ces personnes-là une façon de reconsidérer leur être dans une parole qui va peut-être leur permettre. Alors, la parole, on sait, hein, ça peut être de la thérapie, ça peut être du témoignage juridique, parce qu'on fantasme toujours l'interlocuteur comme le commissaire, le juge, le médecin, etc. Enfin, bon, je suis anthropologue, donc en termes d'anthropologie. Et ça me paraît fondamental. Jean-Claude et moi, après nous en discutons, il arrive parfois que dans ces récits de vie, il y ait une part d'affabulation, c'est-à-dire qu'ils reconstruisent leur vie. Ça fait partie aussi, ça fait partie du genre. On fait tous ça. On en a besoin de la fabulation. Parce qu'on se construit dans une mythologie personnelle. Tout simplement parce qu'on est introduit dans les histoires. Alors après, le travail de l'historien, c'est de discerner les faits, on va dire, si vous voulez, et la fabulation. Mais on fait tout ça dans notre parole, parce qu'on se construit comme personnage. On est toujours obligé de s'adresser à l'altérité, à l'autre, dans un rapport je parle de support espace, dans une mise en espace de nous-mêmes. Mais c'est humain. C'est parce qu'on n'est pas des machines, on n'est pas des robots. Alors, il y a un aspect aussi sur lequel on ne peut pas insister aujourd'hui, parce qu'on n'a pas le temps, mais ce qu'a apporté le militantisme à ces jeunes. Voilà. C'est alors là, alors que
quand on discute, on dit, oh, les gars dans la rue, les gars, oh, c'est CGTistes, ce sont des gens, ils mordent, ce sont des gars, ils sont ceci, ils sont cela. Et on s'est trouvé devant des gens pour qui le syndicat a été un moyen de revenir vers des apprentissages que l'école n'avait pas apporté à un moment pour des raisons X. C'était pas, ils avaient été un peu réfractaires à l'école. Et quand ils sont arrivés sur le terrain du syndical, et quand ils ont eu quelques responsabilités, ils ont été amenés à se former. Et on voit des gens qui vraiment ont acquis des connaissances dans des domaines, enfin, j'y pense, dans des domaines qui ne sont pas faciles, l'économie, par exemple. Et oui, parce que c'est pas la chose la plus facile. Les langues étrangères, c'est plus facile que les. Et il vous explique que pour pouvoir comprendre les documents qu'on leur présentait, etc., ils ont été là aussi. Tout ça suppose un accompagnement systématique. Le mot accompagnement revient beaucoup dans nos entretiens. Les gens qui arrivent, qui arrivent à 12 ans en France, qui arrivaient à 12 ans en France de l'Espagne, qui ne parlaient pas français, eh bien, s'ils ont trouvé une institutrice qui les a pris, qui les a fait avancer de 2 ans, etc., qui les a accompagnés. Moi, je me retrouve dans des clubs de lecture avec ces femmes-là. Je suis scotchée parce que ces femmes, elles lisent. Et l'école leur a permis, actuellement, la dernière que l'on vient d'enregistrer, elle est malheureuse comme les pierres parce qu'elle est illettrée. Et c'est une battante. Elle est illettrée. Eh bien, je lui ai fait le temps. Je lui ai proposé, elle va venir faire de la lecture. On s'est donné rendez-vous, on va prendre un livre, qu'est-ce que vous comprenez? Alors après, l'écriture, moi, je ne sais pas trop comment je vais me débrouiller. Bon, elle parle le Peul, le Wolof, le créole de Guinée-Bissau, un peu de portugais, et le français a pris à ce nom, pas mal, mais enfin, elle a des limites. Bon, je pense que cet accompagnement, si ça va pas, on la mettra dans une filière qui sera peut-être plus performante que moi. Mais je trouve que ce sont des occasions. Alors, Jean-Claude n'aimait pas, je disais, nous faisons nos entretiens avec des arborescences. Alors, il me dit, c'est de la chronologie. Non, c'est pas de la chronologie, c'est que on essaie de faire pousser des branches et que ces branches donnent quelque chose. Et il a réussi magnifiquement le handicap. Parlez de votre expérience sur la jeune femme, Véronique. Ah oui, Sophie. Sophie, oui. Alors, Sophie, extraordinaire. Voilà. J'en suis rentré un peu déprimé, vous la voyez. Si vous n'êtes pas remonté, c'est que ça va pas. Trachéotomisée. Trachéotomie, elle n'a que 3 doigts de la main gauche qui fonctionnent. Elle a des projets. Je répète doucement, elle a des projets. Qu'elle a soumis. On parlait comme ça, je ne sais plus comment c'est venu, mais enfin, grosso modo, c'est si vous voulez faire une émission, parce qu'elle avait une idée quand même. Parce qu'à la fin de notre entretien, elle nous dit. Eh bien, elle fait une émission à la radio. Alors, Jean-Claude lui a dit, mais oui, c'est possible. Voilà. Mais alors, elle manie l'émission, ça y est. Jean-Claude a dit, ne vous inquiétez pas, pour avoir le créneau à la radio, je m'en occupe, etc. Oui, c'est ça, vous avez fait fleurir quelque chose. Comme les médias, pas comprendre les médias militants. Il ne faut pas condamner les médias, ça ne veut rien dire. L'histoire, les médias, c'est très important. C'est très, très important. Là, on va se faire mal voir. Non, je vous propose évidemment, on ne va pas conclure parce que ce qu'ils disent est extrêmement passionnant et méritera peut-être un autre rendez-vous pour prolonger un petit peu tout ça, ne serait-ce que pour qu'ils nous transmettent l'envie de continuer leur expérience qui est passionnante. Et je dis ça parce que le jeune historien qui devait participer à l'animation de cette partie, il y a des grèves qui l'ont empêché de participer, non pas parce que c'était la grève qui l'embêtait, mais parce qu'il s'est retrouvé avec son petit à garder, parce qu'il y avait... Bon, c'est ça. Donc,
Donc voilà, ça veut dire que c'est quelque chose qui est très important, ce qu'ils ont fait, qui intéresse et qui mérite évidemment qu'on continue à témoigner d'une part, à nous faire partager ce que vous avez fait, et puis peut-être à donner envie à d'autres. Et là, je lance un appel, puisque cette émission va être rendue publique sur YouTube, à prendre le relais si vous êtes intéressé par ce genre de démarche. Merci beaucoup à tous les deux. Franchement, c'est un superbe travail que vous avez fait. On vous a aidé, mais vous avez fait beaucoup, vous, concrètement, parce que, effectivement, trouver, je dirais, ou faire revivre tout ce tissu associatif, tout ce tissu militant, on a eu la chance, je le dis, hein, parce que c'est la vérité, on a eu la chance de bénéficier du réseau d'Espace Marx qui nous a permis, justement, en dehors de quelques personnalités, et aussi du réseau de l'ACO. Parce que vous verrez en écoutant les émissions que beaucoup de personnalités qui ont été, enfin, parce que moi j'appelle ça des personnalités, qui ont été interviewées et qui ont témoigné sur leur vie, ont des relations avec les milieux chrétiens. Je m'en félicite, hein, je veux dire personnellement, parce que c'est des gens qui sont porteurs d'une démarche humaniste très forte et que l'on a vu transparaître d'ailleurs au travers des interviews. Je t'accorde une minute, même pas. Aragon, la rose et le réséda, celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas, ou deux adorer la belle, prisonnière du soldat. Merci beaucoup pour la belle, on peut mettre beaucoup de choses. choses. Merci beaucoup. Merci à Stéphane de nous avoir laissé quelques minutes.